Bien, mes chers collègues, bonsoir. Je vous propose de démarrer notre séance du Conseil municipal conformément aux articles du Code général des collectivités qui nous réunissent ce soir. Je vous propose que Mme Sianfarani soit désignée en qualité de secrétaire de séance pour nos travaux. Est-ce qu'il y a des objections à cette proposition? Des abstentions? Non. Donc, Mme Sianfarani, désignée en qualité de secrétaire de séance. Je vous invite à faire l'appel, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Martial Alvarez, Frédéric Rougon, procuration à Marilyn Oxyzoglou, Sandrine Ouidji, Philippe Kézergue, Cécile Dupont, Alil Abdeslam, Muriel Pérez, procuration à Françoise Brassini, Jean-Paul Gué, Najat Piller, Aline Sianfarani, Gérard Seller, Marie-Françoise Brassini, Laurent Bonfils, Maria Dolores Parodi, Jérôme Bernard, Céline Schaffer, Stéphane Navarro, absent, Cissé Tan, Sonia Grage, procuration Aline Sianfarani, Marc Minoretti, Marie Oxyzoglou, Joanne Bergenot, procuration à Ali Abdeslam, Roland Monturli, Pierre Sperta, procuration à Alain Cavassila, Georgette Taffignon, Jean-Marc Charrier, Anis Tamasio, procuration à Jean-Marc Charrier, Alain Cavassila et Paulette Panichi. Voilà. Qui est présente, mais qui est malheureusement un petit peu touchée, qui manque un peu de voix pour s'exprimer. Mes chers collègues, avant de démarrer cette première séance qui précède des événements dramatiques qui ont eu lieu en France, à Paris, le 13 novembre dernier, je voudrais, par respect aux victimes ainsi que par soutien à toutes les familles, qu'on nous respecte une minute de silence. Bien, je vous remercie de ce moment de recueillement. Je vais vous proposer de bien vouloir adopter le procès-verbal de notre dernier conseil municipal, celui du 1er octobre 2015, à moins qu'il appelle des commentaires. S'il n'y en a pas, je le soumets à votre approbation. Des avis contraires? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Avant de commencer nos travaux, je voudrais aussi souligner la présence de Madame Christine Cross et vous présenter, elle se trouve derrière moi, qui va occuper la fonction de directrice des ressources et qui prendra définitivement sa place au sein de la collectivité au 1er janvier. Elle est là pour l'instant dans le cadre d'une mise à disposition, 3 jours par semaine. Elle nous vient de la collectivité de la Grande Combe où elle occupait le poste de directrice générale des services. Je lui souhaite donc la bienvenue. Je vous prie de lui réserver le meilleur accueil et que j'espère que notre collaboration sera riche. Je dois vous rendre compte des décisions que j'ai prises au titre de la délégation que vous m'avez accordée. Si ça ne soumet pas, si ça ne vous pose pas de problème, je vous propose que vous en preniez connaissance à l'occasion du compte-rendu et que s'il y a des questions, éventuellement, l'administration est à votre disposition pour y répondre et que nous pourrons en parler à l'occasion de notre prochaine séance du Conseil municipal. Si tel est le cas, je vous en remercie. Donc, nous allons devoir examiner maintenant les différentes questions qui sont soumises à l'ordre du jour ce soir. Nous avons 2 délibérations qui vont se rajouter à l'ordre du jour. Je me dois de vous le proposer pour qu'on puisse délibérer dessus. D'une manière générale, ces 2 délibérations s'inscrivent dans le cadre, une partie, plus précisément une, qui concerne le transfert des archives du SAN Ouest-Provence. C'est des délibérations qui sont des mesures qui doivent se prendre avant l'intégration métropolitaine. Et la deuxième qui reprend un article d'une convention qui nous lie dans le cadre des crédits délégués de la demande de subvention que nous avons fait pour l'acquisition d'un local à vocation tertiaire. Donc, s'il n'y a pas d'avis contraire, je vous propose que nous les examinions à la fin de notre séance. Très bien. Donc, nous les instruirons par la suite. Et nous allons passer à l'ordre du jour. La première délibération sera rapportée par Madame Sianfarani. Il s'agit de la mise à jour de l'inventaire des équipements existants ou en voie de réalisation et des services publics attachés par Ouest-Provence. Madame Sianfarani, vous avez la parole.
vous en prie. Donc, il s'agit simplement de la mise à jour de l'inventaire du SAN Ouest-Provence, des équipements existants ou en voie de réalisation et des services publics attachés. Alors, conformément à l'article L. 5333-4 du Code général des collectivités territoriales, les modifications d'inventaire sont traitées par délibération concordante de l'organe délibérant du SAN Ouest-Provence et des conseils municipaux des communes membres. Il y a donc lieu de se prononcer ce jour sur les modifications d'inventaire telles qu'issues de la délibération suivante, numéro 345 du 29 septembre 2015 du SAN Ouest-Provence, annexé à la présente. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la mise à jour de l'inventaire des équipements existants ou en voie de réalisation et des services publics attachés et d'autoriser Monsieur le maire dûment habilité à signer la présente délibération et tous les documents s'y rapportant. Merci Madame Sanfarani. Cette délibération appelle-t-elle des commentaires? S'il n'y en a pas, est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Adoptées à l'unanimité. La question suivante, il s'agit de la contribution au titre de la validation de services à la Caisse nationale des retraites des agents de collectivités locales. Suite à la demande de Madame Émilie Bertolini-Cherkov de validation de services en qualité de non-titulaire par la CNRACL, la ville est redevable au titre des cotisations patronales d'une contribution rétroactive de 2 145,25 € pour les services rendus auprès de la ville. Ainsi, il est demandé au conseil municipal de prendre en charge cette somme au titre des cotisations patronales qu'ils sont dues, d'inscrire cette somme au budget de la commune à l'article 6453-020. Cette délibération appelle-t-elle des commentaires? Des abstentions? Des avis contraires? Adoptés à l'unanimité. Je vous en remercie. La délibération suivante, il s'agit de la contribution au titre de la validation de services à l'IRCANTEC. Suite à la demande de M. Paul Lopez de validation de services en qualité de non-titulaire par l'IRCANTEC, la ville est redevable au titre des cotisations patronales d'une contribution rétroactive de 175,71 € pour les services rendus auprès de la ville. Ainsi, il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir prendre en charge cette somme au titre des cotisations patronales dues à l'IRCANTEC et d'inscrire cette somme au budget de la commune sur l'article 6453-020. Commentaires sur celle-ci? Il n'y en a pas non plus. Des avis contraires? Des abstentions? Adoptées à l'unanimité. Je vous en remercie. La délibération suivante. Une délibération qui s'inscrit encore dans des organisations au niveau de cette intégration métropolitaine et au sujet du transfert partiel de la compétence insertion et cohésion sociale et environnement. Comme vous le savez, le bureau syndical du SAN Ouest-Provence a décidé de restituer aux 6 communes membres du Ouest-Provence les compétences citées ci-dessous qui ne relèveront pas de la métropole Aix-Marseille-Provence qui sera créée au 1er janvier 2016. Donc il s'agit d'une partie de la compétence environnement qui est liée à la gestion des espaces naturels et périurbains, ainsi que la compétence insertion et cohésion sociale, les services du point accueil handicap et le service animation insertion handicap. Donc Ouest-Provence qui dispose de moyens et de services dédiés à cette compétence qui doivent être repris par les communes au fin de permettre l'exercice de ces dites compétences. Donc l'article est précisé dans la délibération. En conséquence, vous vérifiez bien que cet article organise les modalités selon lesquelles les agents affectés à l'exercice de la partie de la compétence environnement et cohésion sociale restituée telle que définie précédemment sont répartis entre les communes et prévoit que cette répartition donne lieu à une convention. Le CT a donné son avis lors de la séance du 20 novembre 2015 et nous vous demandons donc de bien vouloir m'autoriser à signer la convention portant sur la répartition des fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires qui sont chargés pour la totalité de leurs fonctions de la mise en œuvre de la compétence environnement, la convention portant sur la répartition des fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires qui sont chargés pour la totalité de leurs fonctions de la mise en œuvre de la compétence cohésion sociale. Que ces présentes conventions entreront en vigueur à la date d'acquisition du caractère exécutoire de celle-ci et que le transfert des agents sera effectif au 1er janvier 2016. Comme vous pouvez le voir si vous poursuivez vos documents et que nous arrivons à la situation de Port-Saint-Loup-du-Rhône, parce qu'elles reprennent la situation de toutes les communes et où vous retrouvez le transfert des personnels qui vont rejoindre les différentes communes du SAN. Vous vérifierez que pour la commune de Port-Saint-Loup-du-Rhône, si je retrouve la page, il s'agit d'un adjoint, alors que je ne dise pas de bêtises, voilà, vous avez bien la liste des agents de la compétence environnement, donc ils sont bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est bien ça, donc au nombre de 9. Vous avez vu que le coût global de ces agents qui s'établit au compte administratif 2014 a été évalué à 330 000 €. Et en ce qui concerne la compétence AIH, donc nous avons
un agent qui est concerné par cette compétence. Donc, je vous demande si sur cette délibération, vous voulez apporter des commentaires. Monsieur Charrier, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Oui, effectivement, cette délibération fait suite à la mise en place de la métropole, vous venez de le rappeler, avec transfert vers les communes un certain nombre de compétences et donc du personnel, l'intercommunalité étant dans la nécessité et l'obligation de donner à la commune les moyens financiers d'accueillir ce personnel. Vous donnez dans cette délibération, comité technique a donné son avis, vous oubliez de dire que son avis a été défavorable, puisque les personnels estiment, les représentants du personnel estiment, à juste titre, que les personnels transférés sont inquiets. Certains d'ailleurs sont en grève, pas sur notre territoire, mais sur le territoire de Miramas, de Grance et Cornillon-Confou, les mêmes personnels, parce que l'intégration dans les équipes municipales ne leur permet pas de garder les avantages acquis au sein de l'Ouest-Provence, notamment la prime d'absentéisme et l'équivalent des tickets restaurants. Or, les communes, elles, ont eu l'enveloppe globale qui permettrait de maintenir pour ces agents les avantages acquis. Donc c'est assez surprenant, ça équivaut quand même à 150 € par agent par mois. Quand on connaît le salaire des fonctionnaires territoriaux, 150 €, c'est pas neutre pour une famille. Et je pense que c'est dommage qu'il n'y ait pas de précision sur est-ce que oui ou non la ville de Port-Saint-Luron va maintenir pour ses agents les mêmes avantages qu'ils ont aujourd'hui au SAN. Et je regrette que vous n'ayez pas mis l'avis, certes ce n'est qu'un avis, il n'y a pas, le conseil municipal n'est pas obligé de suivre l'avis du CTP, mais en tous les cas, je pense qu'il est important de relater la réalité des choses. Voilà, donc pour toutes ces raisons, et à moins que vous nous apportiez les éléments contraires, si effectivement vous maintenez, vous vous engagez à maintenir pour ces agents et la prime d'absentéisme, le 13e mois qu'ils ont également, et les tickets restaurants, nous y serons favorables. Dans un cas contraire, nous nous abstiendrons. Merci, Monsieur Charrier. D'autres interventions? Il n'y en a pas, je vais y répondre. Donc, dans le corps de la délibération, bien entendu, nous précisons que le CT a rendu son avis. Il s'agit du comité technique personnel à Ouest-Provence et que, pour information, je sais que les conseillers municipaux le savent bien, le CT est réuni une première fois, il donne un avis qui a été défavorable, et puis après, quand il se réunit, son avis est réputé consulté. Il est vrai que les organisations syndicales présentes ce jour-là ont témoigné de leur inquiétude et vont dans le sens des propos qui sont les vôtres au sujet du maintien des acquis qui étaient les leurs. Cependant, et vous le savez très bien parce que vous avez géré une commune, quand on est aux responsabilités, il faut voir les choses d'une manière générale et globale. Vous venez de préciser dans vos propos que certains agents, notamment sur le nord du secteur de Ouest-Provence, donc la commune de Miramas, de Grance et de Cornillon-Confou, ce transfert a priori suscite des inquiétudes parce qu'ils ont choisi, eux, de continuer à exercer cette compétence dans un second temps dans un CIVU, c'est-à-dire dans une forme de collaboration intercommunale, ce qui apparaît déjà une première étape pour eux, parce que si les agents retournaient dans les communes, il faut que tout le monde sache que le SAN Ouest-Provence étant doté de beaucoup d'agents, on prend le cas de la commune de Cornillon-Confou, par exemple, qui est une commune de même pas 2000 habitants, qui a 8 employés municipaux, quoi, c'est pas grand-chose, on transfère 8 employés supplémentaires. Donc c'est pour eux quelque chose de très compliqué à gérer. Et que si sur cette partie du territoire, la volonté de trouver une collaboration avec la ville de Miramas au travers d'un CIVU, c'était pour apporter les ressources humaines nécessaires pour garantir à ces agents le dialogue social, la continuité sociale qui pouvait exister, pour maintenir certains avantages, contrairement à ce que vous dites, parce que pour eux, le retour directement dans des communes comme Grance et Cornillon, où les avantages sont nettement en leur défaveur, ça aurait été quelque chose qui est pire. En tout cas, s'ils sont en mouvement, nous avons rencontré les organisations syndicales samedi soir, nous essayons de répondre à leur inquiétude, sans qu'ils oublient quand même que nous faisons face à une obligation, puisque la compétence doit être exercée par les collectivités et non plus par la métropole, et que nous essayons de faire au mieux, justement, pour que ça se passe de la meilleure manière possible. Alors il est vrai, puisque vous le précisez, qu'une somme a été allouée. Seulement, je l'ai dit aux organisations syndicales, il est important de mesurer
que pour la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, par exemple, quand on transfère 9 agents qui vont venir, puisque je les ai rencontrés personnellement dans les services de la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône, on a transféré, dans le cadre de la CETC à laquelle vous avez participé, l'enveloppe globale qui était affectée à leur rémunération. Et que, techniquement, cela ne pouvait se produire que sur un document comptable arrêté, que ce document comptable arrêté était le CA 2014. Donc ça veut dire que la masse salariale qui a été transférée, c'est celle qui est constatée par le compte administratif 2014. De 3% par rapport au compte administratif 2015 que nous voterons, et qu'on va les payer en 2016, qui aura encore évolué de 3%. Donc il serait faux de faire croire aux agents que les communes sont dotées d'une enveloppe qui est en mesure de leur permettre de les rémunérer à hauteur de l'ensemble des avantages qu'ils avaient acquis dans le SAN Ouest-Provence. Des avantages acquis qui, certes, dans le cadre de la loi, tout ce qui est de nature à protéger le statut sera repris quand ils vont faire un retour dans la collectivité. Donc les avantages qu'ils seraient amenés à perdre sont les tickets restaurants, non pas la prime d'absentéisme, c'est la prime de présentéisme, parce qu'il y avait une prime pour être présent qui était en place à Ouest-Provence. On pourrait en parler, on pourrait en débattre. En tout cas, moi je sais que si j'aurais été élu, je ne suis pas convaincu que j'aurais été favorable à l'instauration d'une prime de présentéisme, et ça c'est un autre débat, mais je préfère être honnête avec eux pour dire que c'est une manière de voir les choses qui fait que, en l'occurrence, pour recentrer le débat, mes chers collègues, puisque c'est de Port-Saint-Louis que nous parlons, ces agents-là qui vont venir à Port-Saint-Louis-du-Rhône ne sont pas les plus à plaindre, parce qu'on s'aperçoit finalement qu'à Port-Saint-Louis-du-Rhône, le mode de traitement des agents de la collectivité, et notamment le 13e mois complet qu'ils n'ont pas au SAN, puisque dans la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône, une ancienne municipalité, pas la vôtre, mais une précédente, a instauré cette condition sociale qui est un net avantage pour les salariés. J'ai pu débattre avec les organisations syndicales. Certes, elle a sûrement dû être acquis, et ça, le maire qui est à côté pourra peut-être plus, l'ancien maire qui est à côté pourra plus en parler. En tout cas, c'est vrai qu'à Port-Saint-Louis-du-Rhône, les agents ont cette chance d'avoir ce qu'on appelle un 13e mois complet qui correspond à leur traitement de base, ce qui n'est pas le cas pour les agents de Ouest-Provence. Donc, dans l'évaluation de la fourchette de ce qu'ils perdent, moi je ne m'avancerai pas. Vous l'évaluez à 150 €. Pour le cas de Port-Saint-Louis-du-Rhône, je ne m'y avancerai pas. Je n'ai pas la certitude que ça soit évalué à cette somme-là. Surtout que cette prime de présentéisme, pour la toucher, il fallait être présent. Et que dans le cas des agents qui viennent à Port-Saint-Louis-du-Rhône, on n'avait pas forcément des agents qui la touchaient. Donc ça veut dire que bon, finalement, ils n'étaient peut-être pas... Donc tout ça pour dire qu'ici, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, en tout cas, nous avons choisi la voie du dialogue social. J'ai reçu personnellement avec les services et les agents transférés à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Je leur ai expliqué qu'ils arrivaient dans un cadre nouveau. Il fallait qu'ils intègrent les services de la municipalité, de la collectivité. Je me vois mal, moi, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, faire une différence de traitement entre les agents de la commune. Il y avait des inquiétudes qui existaient sur ces rémunérations. Je leur ai expliqué qu'à Port-Saint-Louis-du-Rhône, ils n'auraient pas les tickets resto seulement. En contrepartie, ils bénéficieraient de ce 13e mois. Ils bénéficieraient des avantages qui sont liés à ceux de la commune. Il existe une inquiétude, et je ne vais pas la fuir, sur les horaires de travail, parce que c'était des agents qui étaient habitués à travailler en journée continue. Ils démarraient le matin, ils finissaient tôt l'après-midi. Je leur ai dit que nous avons instauré un début de dialogue avec les organisations ici sur la mise en place le partage du temps de travail, l'aménagement du temps de travail, merci. Donc je leur ai dit que de toute façon, le maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône que je suis ne prendra des mesures que globales. Il n'y aura pas de cas spécifiques des agents qui pourraient être mieux d'un côté que de l'autre. Je leur ai expliqué qu'à Port-Saint-Louis-du-Rhône, il existait en été des horaires un peu plus confortables qui correspondent un petit peu à leurs horaires actuels, et que d'une manière plus précise, nous allons poursuivre avec eux pour assurer, pour voir les cas particuliers, qu'est-ce qu'il y a, quelle action serait de nature à rassurer ces personnes-là, une rencontre avec la directrice générale des services et le directeur des services techniques, et ils auront aussi un entretien individuel avec le maire pour essayer de répondre à toutes ces inquiétudes. Mais j'ai été très ferme de ce côté-là, parce que c'est normal, je préserve aussi l'intérêt de l'ensemble des agents de la collectivité. Tout le monde sera logé à la même enseigne ici. De toute façon, on aurait agi d'une autre manière, Monsieur Charrier, vous le savez très bien, qu'on aurait eu à continuer à payer des tickets restaurants et on aurait eu à continuer à payer cette prime présentéisme, ça veut dire qu'ils auraient été mieux rémunérés qu'au SAN en venant à Port-Saint-Louis-du-Rhône, mais ça veut dire surtout que j'aurais 300 autres agents qui seraient venus m'expliquer
pourquoi nous, on n'y a pas droit. Donc, c'est une question qu'il faut affronter avec sérénité. Je suis quelqu'un qui n'a pas l'habitude de fuir les responsabilités. Je le dis sereinement. Jusqu'à preuve du contraire, ça se passe bien pour l'instant à Port-Saint-Louis-du-Rhône, comme à Fos et comme à Istres. Mais il est bien entendu qu'il n'est pas impossible aussi qu'en fonction des avancées sur l'antenne nord, on puisse avoir à rediscuter de tout ça. Mais en tout cas, mes chers collègues, je veux savoir ici qu'au travers de cette délibération, vous devez préserver l'unité de traitement des agents qui vont travailler pour la collectivité et vous devez aussi prendre en compte que nous faisons au mieux pour faire face à ce qui aurait été de toute façon géré d'une autre manière, et moi j'en suis convaincu, si on aurait laissé à la métropole organiser le transfert de ces agents. Voilà. Nous avons pu permettre, en anticipant justement, d'avoir la main sur ce transfert pour que ça se passe au mieux pour les agents aussi. Mais là où je veux insister, Monsieur Charrier, c'est que nous sommes aussi des gens qui sommes humains. Nous comprenons qu'il est difficile pour quelqu'un d'accepter de ne perdre ne serait-ce que 1 euro sur sa rémunération. Ça, nous l'entendons totalement. Seulement, on est obligé de faire aussi dans le cadre de ce que la loi nous autorise de faire, mais on est aussi obligé d'agir dans le cadre de ce que l'équité nous demande de faire. En tout cas, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, sachez que ces agents seront bien accueillis et seront bien traités comme l'ensemble des agents de la collectivité et où, pour eux, finalement, avec une commune à taille humaine, des possibilités aussi de pouvoir s'épanouir dans leur carrière. Et nous avons déjà abordé l'idée que leur travail, parce qu'ils sont inquiets aussi, ils voudraient faire exactement la même chose. Je leur ai expliqué qu'il y a des missions à Port-Saint-Louis-du-Rhône qui devront assumer, comme ils assumaient avant ce travail-là, il faudra le faire, et ils viendront compléter aussi les équipes dans les cadres de vie, les équipes services techniques, et que bon, si tailler d'arbres un peu haut et si les tailler un peu plus bas, ça restera le même cadre d'activité, et que nous avons besoin de leurs compétences. Nous avons des conducteurs d'engins, ce qui manque à la collectivité, nous avons des gens nous avons un mécano, donc une compétence certaine, et que je peux déjà vous annoncer que ça se passe d'une manière assez sereine, puisque 3 d'entre eux ont déjà émis le souhait de venir s'installer dans la collectivité pour faciliter les notions de trajet, et que nous avons mis en place avec ceux qui avaient l'habitude d'être sur Is et de faire ce trajet, la possibilité de remiser un véhicule là-bas pour qu'ils puissent faire le trajet avec ce véhicule de service pour pallier à ce petit souci aussi. Donc tout ce qui a pu s'exercer dans les contraintes qui sont celles de ce changement, parce que eux comme nous ont subi l'arrivée de cette métropole, a pu être mis en place. Seulement, je suis conscient qu'on peut difficilement arriver dans cette période-là à obtenir plus que ce qu'on peut obtenir. Voilà, je ne sais pas si ces commentaires vous ont éclairé. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vais vous demander de bien vouloir vous prononcer cette délibération. Donc, quelle est votre position, M. Charrier? Ok, donc alors, qui est contre? Qui s'abstient? L'ensemble de l'opposition? Le reste est pour. Merci beaucoup. Je vais demander à M. Kézergue de bien vouloir apporter la délibération suivante. Il s'agit de la signature de la compétence de remboursement entre Ouest-Provence et la ville. Du 18 décembre 2014, du 8 juillet 2015, 29 septembre 2015, le SAN Ouest-Provence a approuvé le transfert des équipements de proximité liés à l'exercice de la compétence investissement, le transfert de 3 équipements attachés à la compétence sport communautaire, ainsi que le transfert partiel des compétences culture, environnement, politique de la ville et cohésion sociale au bénéfice des communes. Par délibération concordante, les communes membres ont approuvé le transfert de ces compétences. Les transferts des charges vers les communes ainsi générés ont été évalués et validés par la commission d'évaluation des transferts de charges le 12 novembre 2015, qui a déterminé les nouveaux montants de dotation de coopération. Le SAN ayant contracté des emprunts globaux ne permettant pas un transfert des contrats, il est proposé, conformément à ce qui précède, de conclure une convention de remboursement de dettes entre le SAN Ouest-Provence et la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de remboursement de dettes 6 juin à conclure entre le SAN Ouest-Provence et la commune de Port-Saint-Louis, de dire que les recettes correspondantes seront inscrites au budget principal du SAN, chapitre 76, nature 76 231, et chapitre 27, nature 27 63 41. D'autoriser le président ou son représentant habilité à signer la présente délibération, la convention correspondante ainsi que toutes les pièces s'y rattachant. Merci M. Kézergue sur cette délibération des interventions. Donc bien entendu, nous récupérons des équipements qui sont transférés de pleine propriété à la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône, donc du SAN à la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Il faut récupérer la dette qui est rattachée. Comme on ne peut pas
éparpiller la dette. On va signer des conventions, chaque commune avec le SAN, pour rembourser la dette à leur place. Et comme le précise la délibération, une commission d'évaluation de transfert des charges a évalué le retour du SAN vers la commune du montant nécessaire pour rembourser cette dette. S'il n'y a pas d'intervention, je la soumets à votre approbation. Des avis contraires? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. La délibération suivante. Celle-là, elle s'inscrit aussi dans le cadre du retour des agents du SAN Ouest-Provence vers la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône sur un dispositif que vous allez voir quand je vais vous parler de la délibération. C'est inscrit dans ce souhait d'équité que nous souhaitons mettre en place dans le cadre du retour de ces agents. Alors, il s'agit de la mise en place d'un compte épargne-temps et de la définition des règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps, ainsi que des modalités d'utilisation de droits. Donc le compte épargne-temps est un dispositif qui permet aux agents de droit public d'épargner certains jours de repos non utilisés sur une année. La réglementation fixe un cadre général du compte épargne-temps et les demandes d'ouverture, d'alimentation, d'options et d'utilisation de ce compte épargne-temps sont à la discrétion de l'agent. Cependant, une délibération s'avère nécessaire pour fixer les modalités d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture, ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent, conformément à l'article 10 du décret du 26 août 2004. Donc, au vu de la loi et des différents décrets qui régissent l'application de ce compte épargne-temps, vu l'avis favorable du CTP en date du 13 novembre 2015, favorable ce coup-ci, considérant qu'il convient de fixer les modalités d'application du compte épargne-temps dans la collectivité, je vais vous demander de bien vouloir adopter le dispositif suivant et de préciser que ce dispositif prendra effet à compter du 1er janvier 2016. Avant de vous donner la parole, donc de préciser que certains agents qui arrivaient du SAN, qui allaient être intégrés dans la commune, bénéficiaient de ce dispositif. On nous a demandé de délibérer pour que ces agents, ces deux agents en l'occurrence, puissent continuer à en bénéficier. Considérant que ce dispositif est un bon dispositif et qui va dans l'intérêt des agents, j'ai souhaité l'appliquer à l'ensemble des agents de la collectivité. Je l'ai proposé en CTP. Il a recueilli l'avis favorable de la délégation des représentants du personnel. Je leur ai précisé que, au vu de l'urgence, nous prenons une délibération cadre et je leur ai immédiatement dit que nous allons continuer le dialogue social au vu de bien reprendre ensemble chaque article d'application de ce compte épargne-temps pour y apporter des modifications si nécessaire. Des interrogations Alors je le soumets à votre approbation. Des avis contre? Des abstentions adoptées à l'unanimité. Je vous en remercie. La délibération suivante, il s'agit de la modification du tableau des effectifs. Donc, dans le cadre de la réorganisation de la direction famille-citoyenneté, notamment, de modifications ont été apportées afin d'améliorer l'organisation des services et apporter de la transversalité. D'une part, sur le pôle enfance-jeunesse, le secteur enfance réunit désormais les services périscolaires et extrascolaires de la LSH pour favoriser la cohérence entre ces différentes activités. Et d'autre part, les pôles sport et vie associative ont été fusionnés pour renforcer les liens entre ces deux secteurs qui ont tous deux des relations permanentes avec le tissu associatif. Il est donc nécessaire de procéder à des modifications de certains postes. 2 adjoints d'animation deuxième classe à temps non complet, 80-90%, sont nommés sur des postes à temps complet. Un adjoint technique deuxième classe est nommé sur un poste d'adjoint d'animation deuxième classe. Et un agent est nommé adjoint administratif deuxième classe à temps non complet 50% pour assurer la régie du service. De plus, suite au transfert des compétences environnement et handicap aux communes et en fonction de la répartition des agents, nous devons procéder au transfert de 6 adjoints techniques deuxième classe, 2 adjoints techniques première classe, un agent de maîtrise et un adjoint d'animation deuxième classe. C'est pour cela que nous vous proposons de créer les 4 postes d'adjoint d'animation deuxième classe, le poste d'adjoint administratif deuxième classe à temps non complet, 50%, les 6 postes d'adjoint technique deuxième classe, 2 postes d'adjoint technique première classe et un poste d'agent de maîtrise, et d'approuver le tableau indicatif des emplois en annexe et de vous préciser qu'il faudra que l'on passe au prochain CT la suppression des postes. Des interrogations? Je le soumets immédiatement à votre approbation. Des avis contraires? Des abstentions adoptées à l'unanimité. Je vous en remercie. Madame Luigi sera désignée pour nous rapporter la délibération suivante. Nous allons parler de la composition de la commission extra-municipale santé. L'accès à la santé est une problématique majeure sur la ville, sur laquelle il est essentiel d'échanger avec les administrés, les professionnels locaux et les administrations concernées. Conformément à l'article L. 2143-2
du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal, en sa séance du 24 septembre 2014, a voté la création de commissions extramunicipales pour l'examen d'une ou plusieurs affaires d'intérêt communal concernant tout ou partie de la commune, dont la commission santé. Le CGCT précise que ces commissions comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au Conseil, notamment des représentants des associations locales et des personnalités qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l'examen de la Commission. Chaque commission extramunicipale est présidée par un membre du Conseil municipal désigné par le maire. Au regard de ces éléments et tenant compte des candidatures exprimées suite à la réunion constitutive du 6 octobre 2015, la composition de la commission santé est proposée comme suit. Donc, pour avis délibératif, un président de la commission, Marie-Françoise Brassini, 4 élus de la majorité, Sandrine Luigi, Marilyn Oxisoglou, Aline Sianfarani, Céline Schaffer, et 4 élus suppléants, Ali Abdeselem, Joanne Bergenot, Frédéric Rougon, Laurent Bonfils. Un élu de l'opposition, Georgette Taffignon. Un élu de l'opposition suppléant, Anis Tamathiou, qui formeront donc le collège des élus. Ensuite, des représentants des professionnels de santé locaux, qui formeront donc le collège des professionnels de santé secteur médical et paramédical. Ensuite, un représentant du Grand Conseil de la Mutualité, un représentant du Centre hospitalier de Martigues, un représentant de la Maison de retraite de Port-Saint-Louis-du-Rhône, un représentant du SIAD-HAD, qui constitueront le collège des établissements de santé du territoire, secteur sanitaire et médico-social. Pour avis consultatif, des représentants institutionnels sur invitation du président de la commission ou faisant acte de candidature auprès du maire, des personnalités qualifiées sur invitation du président de la commission, des techniciens de la commune ou du CCAS. Les membres de la commission finaliseront de façon conjointe le règlement intérieur qui régira son fonctionnement. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver la composition de la commission extramunicipale santé et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci Madame Luigi. Sur cette délibération, des commentaires? Alors, je dois vous témoigner de la satisfaction qui est la nôtre en cette soirée du 6 octobre 2015, lorsque nous nous sommes aperçus que finalement ces questions qui étaient liées à la santé regroupaient la préoccupation de tous. Je me félicite de l'ensemble des acteurs qui ont participé, et s'il y a bien une question sur laquelle nous sommes tous concernés, que ce soit élus de la majorité ou de l'opposition, vous avez bien pu vérifier que sur cette question, la mobilisation était grande à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Donc je remercie d'une part les élus qui ont bien voulu venir nous accompagner sur cette commission extramunicipale de la santé à l'occasion de cette réunion constitutive. Je remercie également les professionnels de la les différentes personnes concernées par ces questions-là, notamment les services de l'État, de l'ARS, le Grand Conseil de la Mutualité, la région, le département, tous les acteurs qui étaient là pour qu'on comprenne bien que Port-Saint-Louis-du-Rhône est un désert médical sur lequel il faut rapidement avoir des mesures rapides en termes de réponse, mais surtout pour la commune. Quel est le rôle de la commune quand on sait que c'est des questions qui relèvent de l'État. La santé, c'est quand même à eux de faire le nécessaire pour que les moyens soient mis en place. Donc si nous pouvons, nous, jouer le rôle de fédérateur pour mettre les acteurs les uns en face des autres, et nous avons pu vérifier que les médecins ont besoin de communiquer avec l'ARS, notamment sur des problématiques qui sont récurrentes, notamment en termes de spécificité du territoire, notamment quand on sait les impositions qui sont faites aux médecins libéraux par rapport aux arrêts de travail, notamment alors que nous sommes dans un contexte particulier et que nous avons pu mesurer que les études que nous avons menées, mais qui sont aussi des études qui ont été entamées dans le cadre du travail mené par la précédente majorité, notamment dans le cadre des ateliers santé-ville, ont amené pour certains, notamment un certain médecin généraliste de la ville, des réponses concrètes sur des interpellations de la CPM notamment, ce qui me prouve que nous avons bien fait de travailler de cette manière-là. Comme ça, on réussit à mettre des acteurs autour de la table, on crée des outils, et à travers ces outils-là, j'espère avoir des réponses et des moyens, et notamment rapidement avoir des réponses sur l'installation de nouveaux médecins généralistes, et aussi mettre les acteurs locaux face à leurs responsabilités, quand c'est de leur responsabilité, et notamment, si l'on parle du Grand Conseil de la Mutualité aussi, prendre des engagements pour que rapidement, on puisse se retrouver après cet incident très
qui nous met dans une situation un petit peu compliquée au niveau du centre de santé mutualiste. Alors la solidarité s'exerce avec le centre mutualité de Port-de-Bouc. On a mis les moyens nécessaires pour tisser cette passerelle, mais nous ne serons satisfaits que quand nous disposerons très rapidement à nouveau de ces moyens-là, parce que nous sommes déjà dans une certaine difficulté. Donc, comme l'a précisé Madame Luigi, un certain nombre de professionnels ont voulu participer à cette commission extra-municipale sur la santé. Ils ont confirmé cette volonté en m'écrivant nombreux sur leur proposition de candidature. Nous avons donc fait le choix finalement de nommer tout le monde pour que les débats soient riches. Et j'invite même les suppléants, que ce soit les élus de l'opposition, de la majorité, à venir assister et enrichir les débats de cette commission extra-municipale de la santé qui, je l'espère, pourra amener les réponses que nous attendons. Je remercie en tout cas toutes celles qui ont fait preuve et tous ceux qui ont fait preuve de cette volonté citoyenne de vouloir venir enrichir les débats, les professionnels de santé, les infirmières et les personnes qui ont fait acte de leur volonté de travailler à nos côtés. Bien entendu, les représentants institutionnels que sont l'ARS et la région PACA ont fait acte de candidature pour participer, mais pas pour faire partie en tant qu'organe délibératif, ce qui est bien compréhensible. Mais en tout cas, dans cette commission-là, nous retrouverons tout ce qui font les acteurs de la santé ici à Port-Saint-Louis-du-Rhône et nous devons nous en féliciter. Ça sera un outil pour avancer et pour appuyer, comme vous le savez, mes chers collègues, la mission santé que nous avons souhaité mettre en place dans une phase plus d'action que de diagnostic et de constat, parce que je pense que nous avons assez fait de diagnostic et de constat pour essayer maintenant de passer dans une phase un petit peu plus opérationnelle et espérer des réponses rapides. Et en tout cas, je me félicite de l'unanimité de la participation sur cette question-là, parce que ça prouve bien que la question de la santé à Port-Saint-Louis-du-Rhône n'a pas de couleur politique, elle n'a juste la volonté pour nous que d'apporter des réponses concrètes pour nos administrés. Donc sur cette délibération, y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions. Je vous remercie de bien avoir voulu adopter à l'unanimité cette délibération. La délibération suivante. Alors, il s'agit d'une modification des statuts de la Société publique locale Nautisme Mer Développement Port-Saint-Louis Provence. Comme vous pouvez le voir, il faut modifier l'article 4 relatif à l'adresse du siège social de la société, qui sera désormais fixé à la capitainerie, qui est du commandant Favier, 13 130 Port-Saint-Louis-du-Rhône, ainsi que de modifier l'article 42 qui précisait que l'immatriculation au registre des commerces aurait lieu à celui de Salon, mais comme nous sommes dans la circonscription de Tarascon, ce sera bien au registre de commerce de Tarascon que devra être enregistrée cette société publique locale qui a vu le jour, donc très officiellement, mercredi dernier, à l'occasion de son assemblée générale constitutive et la réunion de son premier conseil d'administration. Et je vous précise donc que j'en ai été nommé président du conseil d'administration et que nous allons pouvoir maintenant passer dans la phase action et que j'invite ceux qui seront volontaires à venir le 15 décembre à la capitainerie pour une conférence de presse institutive de cette société qui va porter le projet du pôle nautisme et mer. Des commentaires sur cette délibération? Des avis contraires? Des abstentions? Adoptées à l'unanimité, je vous en remercie. Une décision modificative sur le budget principal, Monsieur Kézergue. Oui, Monsieur le maire, le budget primitif étant prévisionnel, il convient de réajuster en cours d'exercice budgétaire. Les mouvements sont décrits dans le tableau ci-dessous. Une décision modificative qui porte uniquement sur la section d'investissement et qui s'équilibre comme suit. Participation et créances rattachées en dépenses 1 371 424 et autres immobilisations financières moins 1 371 424. Donc, deux écritures qui s'équilibrent en section d'investissement, je le répète. Il est proposé au conseil municipal de voter la décision modificative numéro 3 du budget principal, si annexé. Cette délibération appelle-t-elle des commentaires? Il n'y en a pas. Je la soumets à votre approbation. Des avis contraires? Des abstentions? Adoptées à l'unanimité. Je vous en remercie. Une décision modificative, mais qui concerne le budget annexe des ports. Madame Piller. Bonsoir à tous. Merci, Monsieur le maire. Donc, décision modificative numéro 1, budget annexe des ports. Le budget primitif étant prévisionnel, il convient de le réajuster en cours d'exercice budgétaire. Une décision modificative est nécessaire pour prendre en compte l'apparition de besoins imprévus ou l'annulation et le report d'opérations ponctuelles, tant dans la section de fonctionnement que d'investissement. Les mouvements sont décrits dans le tableau ci-dessous. Cette décision modificative concernant la section de fonctionnement s'équilibre comme suit.
Charges de personnel en dépenses, 2 000 euros. Opérations d'ordre de transfert entre sections, 229,27 euros, soit un total de moins 2 229,27 euros. Cette décision modificative concernant la section d'investissement s'équilibre comme suit. En recettes, donc 2 000 euros en subvention d'investissement, 229,27 euros donc en opération d'ordre de transfert entre sections, soit un total de moins 2 229,27 euros. Il est proposé au Conseil municipal de voter la décision modificative numéro 1 du budget annexe des ports, si annexé. Des commentaires à cette délibération, je la soumets à votre approbation. Des avis contraires, des abstentions, adopté à l'unanimité, je vous en remercie. La délibération suivante. On va demander une subvention auprès de l'agence de l'eau. Monsieur Guay, vous pouvez nous en parler? Merci, monsieur le maire. Donc, sur la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, il existe une propriété du Conservatoire du Littoral, appelée Thé-de-Roustan, de 167 hectares. Elle est co-gérée depuis le 1er janvier 2015 par la ville et le parc naturel régional de Camargue. Ce Thé-de-Roustan est un site majeur pour la conservation des espèces et des milieux naturels au cœur de la zone humide de Camargue. Un programme d'action est élu du plan de gestion appelé Thé-de-Roustan en corrélation avec la préservation des zones humides. Elle permet cette cogestion écologiquement complexe d'avoir un programme qui peut être soutenu par l'agence de l'eau à hauteur de 50%. Cette action concerne des suivis, des milieux de lutte contre les espèces invasives et l'évaluation de ces actions sont prises en charge par la commune au niveau du suivi hydrologique, au niveau de la gestion des ouvrages hydrauliques, de l'arrachage des espèces invasives et de l'évaluation de la gestion conjointement avec le parc naturel régional de Camargue. Au regard de la cogestion, la subvention concernant la période allant de novembre 2015 à octobre 2016 sera répartie entre les deux cogestionnaires pour un coût global de 19 085 euros. Le plan de financement, vous l'avez sous les yeux, donc en dépenses pour la ville, frais de mission, frais d'équipement, sous total 10 915 euros. Pour le parc, frais de mission, frais d'équipement pour 8 170 euros, soit un total de 19 085 euros. En recettes, l'agence de l'eau pour la ville, 5 457 euros. En fonds propres pour la ville, 50%, donc 5 458 euros. Donc il y a 1 euro de différence, c'est pas grave. En sous-total, donc ça nous fait 10 915 euros. On retombe sur nos pieds. Donc l'agence de l'eau participe également au niveau du parc à hauteur de 4 085 euros. En fonds propres, le parc investit 4 085 euros, soit un sous-total de 8 170 euros. Et on retombe sur nos pattes pour 19 085 euros. Il est donc proposé au conseil municipal de demander à l'agence de l'eau une subvention pour le cofinancement de missions de gestion hydraulique et hydrologique du Thé-de-Roustan à hauteur de 50%, soit 5 457 euros. Et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci. Un peu fatigué, mon cher Jean-Paul. Hein, c'est cette opération au pied qui vous a peut-être un peu... Oui, tout à fait. Je vous remercie quand même de pouvoir être présent et ça me permet d'avoir une pensée à notre premier adjoint qui a été hospitalisé récemment et qui, j'espère, retrouvera vite la forme. Donc, même si ça a été lu avec beaucoup de patience, est-ce que cette délibération appelle des commentaires? Nous l'avions déjà demandé les années précédentes, donc je la soumets à votre approbation. Des avis contraires? Des abstentions? Bravo, monsieur Guay, adopté à l'unanimité. La délibération suivante, une autre demande de subvention auprès du conseil départemental. Il s'agit de la sécurisation du port de plaisance communal par l'installation de systèmes de vidéoprotection. Madame Piller. Merci, monsieur le maire. La commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône souhaite renforcer la sécurisation du port de plaisance communal suite à une augmentation des incivilités, dégradation de biens publics, notamment détérioration du marché aux poissons, vol de vélos et dégradation sur les bateaux, baignade et pêche illégale dans le port, etc. Ces incivilités se déroulent en dehors des heures d'ouverture de la capitainerie. C'est pourquoi un travail a été mené avec la gendarmerie tout au long de l'année 2015, mais il reste insuffisant. Il s'avère que l'ensemble de ces incivilités portent atteinte à la tranquillité du port, des riverains, des plaisanciers et de la collectivité.
Ainsi, dans le cadre de la protection des biens et des personnes, afin de dissuader les actes malveillants et de sécuriser le port, la collectivité souhaite installer un système de vidéoprotection sur le port de plaisance sur un support Wi-Fi. 3 zones ont été ciblées préalablement pour permettre une couverture totale du site, l'angle du quai ouest et du quai de la Libération Pan A, Pan B en direction de la capitainerie et Pan I en direction de la capitainerie. Ces travaux étant éligibles aux aides octroyées par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans le cadre de l'aide à la modernisation des ports, un plan de financement est proposé tel que donc des fournitures en dépenses pour un montant total de 16 846 € hors taxes, et en recettes, donc en demande de subvention, Conseil départemental 13 477 € hors taxes. En autofinancement, donc sur le budget annexe des ports, 3 369 € hors taxes, soit un montant total de 16 846 € hors taxes. Les démarches administratives auprès des services de l'État pour l'autorisation de l'installation de ce système seront menées parallèlement. Il est donc proposé au Conseil municipal de solliciter auprès du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône une subvention de montant le plus élevé possible pour les travaux à hauteur de 80%, soit 13 477 € hors taxes. D'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci Madame Piller. Et de préciser, parce que je sais que ça va intéresser notre ami Roland Monturli, qui est toujours très attentif à ce qui se passe sur le port, que le Conseil portuaire a été réuni pour soumettre cette question à l'ordre du jour, que ça a recueilli son avis favorable et que nous avons même anticipé la discussion des tarifs. Et je vais avoir une bonne nouvelle lorsque l'on votera le budget, Monsieur Monturli, car je leur ai fait une proposition de ne pas augmenter les tarifs cette année. Pour l'instant, ça a recueilli leur avis favorable. Il restera aux conseillers municipaux de se positionner sur la question. Alors, pour cette demande de subvention auprès du Conseil départemental pour l'installation de ce système de vidéosurveillance, dont je vous précise qui a retenu l'aval du Conseil portuaire, des interrogations, des avis contraires, des abstentions, acceptées à l'unanimité. Merci beaucoup. Les indemnités de conseil versées au trésorier principal. Je me demande s'il les mérite, celui-là. Alors, il s'agit, au vu de l'article et des décrets qui régissent tout ça, de demander au conseil municipal de bien vouloir demander le concours du trésorier municipal pour assurer des prestations de conseil, d'accorder une indemnité de conseil au taux de 100% par an pour la durée du mandat, et que cette indemnité soit calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983, précité et soit attribuée à Madame Bichot, Claire, trésorier municipal. Bon, allez, on va estimer qu'elle les mérite. Des avis contraires? Des abstentions? Merci pour elle. La délibération suivante, Monsieur Kézergue, les autorisations de dépenses en investissement. Position d'exécution financière suivante. S'agissant de la section de fonctionnement, il est possible de recouvrer les recettes, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. S'agissant de la section d'investissement, seules les recettes liées à une autorisation de programme et de crédit pluriannuel et les restes à réaliser, ainsi que les dépenses afférentes au remboursement du capital des annuités de la dette, ne sont possibles. Toutefois, afin de faciliter d'autres dépenses d'investissement, l'Assemblée délibérante peut autoriser le maire dans la limite du quart des nouveaux crédits ouverts en 2015, hors reste à réaliser. Compte tenu de cette dernière disposition, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser dès le 1er janvier 2016 et dans l'attente du vote du budget 2016, l'engagement et le mandatement des dépenses d'investissement dans les conditions suivantes. Études et logiciels, crédits ouverts en 2015, 474 000. Autorisation de dépenses au 1er janvier 2016, 118 000 et des poussières. Acquisition de matériel de terrain, 3 625 783. Autorisation de dépenses, 906 445. Travaux en cours, 2 707 363. Autorisation de dépenses, 676 840. Total pour un montant crédit ouvert de 6 807 557. Autorisation de dépenses au 1er janvier, 1 701 889 €. Dans le budget du port de Plaisance, les frais d'études ainsi que les acquisitions de matériel et de terrain, de crédit ouvert en 2015, 309 847, autorisation de dépenses, 77 471. Voilà, Monsieur le maire. Très bien, Monsieur Kézergue, une délibération technique qui nous permet de pouvoir engager les dépenses et les mandater. Pas de commentaires, je suppose, cette délibération. Des avis contraires, des abstentions, adoptées à l'unanimité. Monsieur Kézergue, parlez-nous des tarifs des services publics communaux pour 2016.
Alors, afin d'actualiser les tarifs des services publics communaux pour l'année 2016, il a été décidé d'appliquer une hausse de 0,5% par rapport au tarif 2015. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver la nouvelle grille tarifaire des services publics communaux à compter du 1er janvier 2016, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous actes et documents connexes à cette opération. Très bien. Des commentaires à cette délibération? S'il n'y en a pas, je la soumets à votre approbation. Des avis contraires? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Monsieur Abdeslam, parlez-nous de l'aide au permis de conduire et de la modification minimum pour l'octroi de cette aide. Bonsoir à toutes et à tous. Dans le cadre de sa politique jeunesse, la ville soutient et accompagne les jeunes de 16 à 25 ans pour l'obtention du permis de conduire catégorie B par l'octroi d'une aide financière liée à une action de sensibilisation à la sécurité routière et aux dangers de la route. Cette aide a fait l'objet d'une délibération du conseil municipal numéro 2008-109 qu'il convient d'adapter pour tenir compte de l'évolution de la réglementation en vigueur qui permet un apprentissage anticipé de la conduite à partir de 15 ans. En effet, l'article R211-3 a été modifié par le décret numéro 2014-1295 du 31 octobre 2014. L'article 3 de ce décret stipule que pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique en vue de l'obtention du permis de conduire, il faut être âgé de 16 ans minimum ou de 15 ans dans le cadre de l'apprentissage dit anticipé de la conduite mentionné à l'article R211-5. De ce fait, les jeunes à partir de 15 ans, s'ils suivent la conduite accompagnée, peuvent se présenter à l'examen théorique du permis de conduire. La délibération de 2008 a inscrit que l'âge minimal d'octroi de cette aide est fixé à 16 ans, âge légal jusqu'alors pour passer l'examen théorique du code de la route pour les jeunes suivant la conduite accompagnée. Il convient donc désormais de prévoir le versement de cette aide au permis de conduire dès 15 ans. Les autres conditions prévues par la délibération numéro 2008-109 restent en vigueur, à savoir: le montant de l'aide est fixé à 200 € pour chaque jeune porcelainusien ayant obtenu le permis de conduire et ayant participé à l'action de sensibilisation à la sécurité routière et aux dangers de la route. Cette aide est attribuée aux jeunes porcelaineusiens résidant sur la commune. Cette aide est octroyée par une première présentation au permis de conduire catégorie B. Le versement s'effectue en 2 étapes, dont le premier sur présentation de justificatif de l'obtention du code de la route, puis le second sur présentation du justificatif de l'obtention du permis de conduire. Le second versement correspond à la réussite de l'examen du permis de conduire et conditionné par la participation de son titulaire à une action de sensibilisation à la sécurité routière et aux dangers de la route et réalisée en partenariat avec la ville. Au-delà de 2 convocations sans participation du candidat à une action de sensibilisation à la sécurité routière et aux dangers de la route, le dossier sera classé sans suite. Dans ce contexte, il est proposé au conseil municipal de modifier l'âge d'octroi de l'aide au permis de conduire prévu par la ville pour les jeunes de 15 ans jusqu'à 25 ans, de maintenir toutes les autres conditions d'octroi de l'aide prévues par la délibération numéro 2008-109. Merci, Monsieur Abdeslam. Donc voilà, il convient de modifier l'âge minimum de l'octroi de cette aide, voilà, et d'espérer que ça puisse inscrire les jeunes dans cette démarche d'acquisition de tous les éléments, toutes les informations qui seraient amenées à leur apporter, on va dire, toute la civilité qu'il faut avoir et la prudence qu'il faut avoir quand on est au volant. Hein. Et si, mon cher Gérard Seller, ça pourrait amener une amélioration des comportements au volant, ça serait bien. En tout cas, je vous demande de bien vouloir adopter cette délibération. Des avis contraires? Des abstentions? Adoptées à l'unanimité. Merci beaucoup. Les avances sur subvention, M. Abdeslam. Alors, le versement des subventions aux associations locales au titre de l'année 2016 interviendra après le vote du budget primitif. Si une association en fait la demande, la ville peut lui consentir une avance sur subvention à venir avant le vote du budget. Cette avance ne peut excéder 50% de la subvention versée l'année précédente et n'intervient qu'en début d'année 2016. Vu la demande formulée pour 9 associations, il est proposé au conseil municipal d'accorder une avance sur subvention dès janvier 2016 afin de permettre la continuité du fonctionnement des dites associations dans les conditions ci-après. Donc il y a le tableau qui est... je ne vais pas reprendre le tableau. De préciser que cette avance sera déduite de la subvention qui sera accordée à la dite association au titre du budget 2016. De noter que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal. Très bien, merci M. Abdeslam. Quand même de préciser que ce sont donc le CCS, le comité des fêtes, l'étoile sportive, le festival de la Camargue, le Delta du Rhône, Fun Gym, le handball club Saint-Louisien, la Maison pour tous, l'Office tourisme et Tendance qui bénéficieront d'une avance sur subvention sur les montants précisés dans la délibération. Les avis contraires? Les abstentions? Adoptées à l'unanimité. Merci beaucoup. La prochaine délibération, encore vous, M. Abdeslam?
Subvention communale 2015 au profit d'associations. Les subventions pour les associations ont été délibérées dans le cadre d'une première programmation à l'occasion du vote du budget primitif 2015. Depuis, plusieurs associations ont nouvellement sollicité la ville pour le versement d'une subvention au titre de l'année 2015 afin de les aider dans les actions qu'elles mènent en direction des habitants. Compte tenu de l'intérêt de développer des projets au profit de la population, la ville souhaite soutenir les associations énumérées ci-après à travers le versement d'une subvention. L'association Box & Form sollicite une aide financière de la ville pour participer au championnat du monde de Spartan Race, course d'obstacles, aux États-Unis. Seuls 3 Français se sont qualifiés à ce championnat, dont un éducateur sportif de cette association qui défendra les couleurs de la ville. Le soutien des performances des sportifs locaux est l'un des axes de la politique sportive locale. C'est pourquoi la ville souhaite apporter une aide au financement de la participation d'un club de Port-Saint-Louis à ce championnat international. L'Association des paralysés de France, reconnue d'utilité publique, sollicite la ville pour l'octroi d'une subvention afin de développer des actions de sensibilisation du public en partenariat avec la ville dans le cadre de la commission extra-municipale sur la santé. Compte tenu de l'importance de promouvoir auprès des habitants des actions liées aux handicaps, la ville souhaite soutenir les projets de cette association. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le versement des subventions de la ville aux associations mentionnées dans le tableau ci-joint, d'inscrire cette somme au budget de la commune, article 67-45. Donc, l'attribution d'une subvention à l'association Box & Form de 500 € et l'attribution d'une subvention à l'association des paralysés de France, 300 €, ce qui porte le total à 800 €. Merci pour cette délibération. Des commentaires, des avis contraires, des abstentions, adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. La prochaine délibération, c'est moi qui la rapporte en l'absence de Sonia Grache. Mes chers collègues, il s'agit ici nous en avons déjà parlé, du contrat de ville Ouest-Provence 2015. Comme vous le savez, la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône a déposé des projets dans le cadre de ce contrat de ville et sur différents piliers qui ont été définis par la loi de programmation, notamment le premier pilier, il s'agit de la cohésion sociale, avec les volets la réussite éducative, la citoyenneté, l'accès au droit, la prévention de la délinquance et la santé, des actions dans le cadre du pilier 2, cadre de vie, le renouvellement urbain, avec les volets de l'amélioration de la qualité de vie dans les quartiers, du soutien à la vie sociale dans les quartiers, mais aussi du pilier 3, concernant le développement de l'activité économique et de l'emploi, avec notamment les volets de la redynamisation de l'activité économique au profit des habitants des quartiers, d'encourager et d'accompagner la création d'activités et de développer les relations entre publics issus des quartiers prioritaires et d'entreprises. La ville a été rejointe dans ses orientations par les partenaires qui ont souscrit à la pertinence d'ailleurs de ces actions et qui ont validé par les comités techniques des 2 et 23 octobre 2015 ces dites actions. Donc elles ont un coût global de 65 874 €. Les comités techniques du contrat de ville ont validé le financement de ces actions pour un montant de 19 500 € qui sont répartis entre les différents partenaires du contrat de ville. Ainsi, la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône, chargée de la mise en œuvre de ces 3 projets, devrait donc bénéficier des participations du SAN Ouest-Provence telles que présentées dans le tableau que nous avons joint dans le cadre des ateliers diversifiés en amont du festival PSL à tout jeune, dans le cadre de l'animation du réseau des petits commerces pour dynamiser et pérenniser l'activité économique au sein des quartiers, et enfin une action pour encourager la rencontre, pour retisser du lien social. Donc je vous demande bien de vouloir m'autoriser à solliciter les participations financières telles que mentionnées dans le tableau en annexe auprès du SAN Ouest-Provence et de confirmer l'inscription de ces dépenses au budget 2015 de la commune. Des commentaires sur cette délibération? Il n'y en a pas. Des avis contraires, des abstentions? Adopté à l'unanimité. La délibération suivante, ce coup-ci, il s'agit pour la commune, dans le cadre du contrat de ville, je vais vous demander de bien vouloir accepter de verser aux différentes associations qui ont déposé des projets dans le cadre de ce contrat de ville. Donc de vous repréciser que la municipalité a contractualisé dans le cadre de cet appel à projet une enveloppe de 130 000 € pour soutenir la mise en œuvre de projets contribuant au développement social et urbain en faveur des habitants des quartiers en difficulté et qui répondent aux priorités thématiques et transversales définies par cet appel à projet. Donc 19 projets ont été présentés et entérinés. 13 sont cofinancés par la ville et je vous demande pour cette deuxième programmation, la ville porte sa participation à hauteur de 49 340 €, ce qui correspond au solde de l'enveloppe financière initialement contractualisée par la ville pour l'appel à projet 2015. Donc comme vous le voyez,
la participation de la ville dans le tableau pour les différentes actions qui déposent ces projets, donc pour un montant de 49 340 €, avec les différents acteurs qui sont le Ton Club de la Grande Bouche, Sport Saint-Louis Box, Petit à Petit, PAC 13, la MS Sud, la Maison pour tous l'Envolée, l'Auberge qui flotte, l'association France Shotokan Karaté, l'écurie saint-louisienne, l'ADEJ et l'ADAMAL. Commentaires à cette délibération, des avis contraires, des abstentions, adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Madame Dupont va nous parler de l'adoption et de la signature du PEDT, du projet éducatif territorial 2015-2017. Merci, Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs, le projet éducatif territorial, PEDT, est un dispositif contractuel qui formalise une démarche éducative visant à proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école, dans le but de favoriser la réussite de tous. Le PEDT relève, à l'initiative de la collectivité territoriale compétente, une démarche de co-construction avec les services de l'État concernés et l'ensemble des acteurs éducatifs. Ce projet doit permettre d'organiser, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité du temps éducatif. Il est signé pour une durée de 3 ans. La ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône, qui a été engagée dans le cadre du contrat éducatif local de 2000 à 2008, met en place une politique éducative qui prend en compte prioritairement l'intérêt de l'enfant et qui doit permettre d'élever son niveau de connaissance, de compétences et de culture avec des activités en temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. La ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône souhaite ainsi poursuivre cette action tout en l'enrichissant et en se dotant d'un projet éducatif territorial PEDT pour la période de 2015 à 2017. Ce dispositif vise à définir des actions éducatives mises en œuvre sur la commune pour les enfants de 2 ans et demi à 17 ans sur des temps scolaires, périscolaires, extrascolaires. L'objectif du PEDT de Port-Saint-Louis-du-Rhône est ainsi d'impliquer toutes les ressources existantes sur le territoire afin de garantir la continuité éducative entre, d'une part, les projets d'école et les projets d'établissement second degré et, d'autre part, les activités proposées aux enfants en dehors du temps scolaire. Il s'agit ensuite, en s'appuyant sur la réforme des rythmes scolaires, de mobiliser toutes les ressources et les potentialités de l'élève pour lui permettre d'enrichir ses compétences et de s'épanouir pleinement dans son environnement. La ville développe dans ce cadre de nombreuses activités adaptées à chaque âge de l'enfant et de l'adolescent et son rythme, qui s'articulent autour de projets pédagogiques dont les grands principes consistent: favoriser son accès aux savoirs les plus larges possibles pour aller vers les plus grandes égalités de chances, favoriser le développement de l'autonomie de l'enfant et de l'adolescent par le jeu, la pratique d'activités diverses, culturelles, sportives spécifiques, développer ses capacités d'analyse critique par la liberté d'expression individuelle et les échanges collectifs, favoriser la socialisation tout en stimulant sa curiosité et son esprit d'initiative, favoriser le développement local en participant à l'attractivité du territoire et en proposant une action éducative en complément de l'école. 6 domaines de compétences d'activité seront donc proposés au PEDT. Des activités manuelles, artistiques et culturelles, des activités sportives de plein air et de pleine nature, des activités liées au respect de l'autre, au vivre ensemble, à l'ouverture du monde, des activités liées à la découverte de l'environnement de l'enfant, des activités parents-enfants, des activités permettant un accompagnement à la scolarité en vue de l'autonomie de l'élève, variable selon son âge et son niveau. Toutes ces activités favoriseront l'équilibre de la vie, l'apprentissage de la vie en société et la construction de la personnalité de l'enfant. Le PEDT est signé par Monsieur le Préfet de Région, le Préfet des Bouches-du-Rhône, l'inspecteur d'académie, le directeur académique des services de l'éducation nationale, le directeur général de la CAF 13 et l'administrateur provisoire de la CAF 13. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver la mise en œuvre du projet éducatif territorial joint en annexe, d'autoriser Monsieur le maire à signer le projet éducatif territorial.
Merci Madame Dupont sur cette délibération des commentaires. Donc, je vous invite à prendre connaissance, et je sais que vous l'avez déjà fait, du projet éducatif territorial qui est joint en annexe, qui est le fruit d'un travail que je sais à chaque fois très pertinent et puis aussi très sérieux, mené par les services de la ville. Donc, je remercie aussi les agents qui travaillent sous la direction de Marie-Hélène Salomon, dans la direction de la citoyenneté, pour ce travail qui a été mené, et aussi la possibilité, au travers de ce projet éducatif territorial, de vraiment prendre les mesures et les collaborations nécessaires pour que nous puissions financer et réaliser toutes ces actions bien nécessaires pour que l'enfant puisse se construire dans tous ces temps et puis jusqu'à sa majorité. Des avis contraires, des abstentions adoptées à l'unanimité, je vous en remercie. La délibération suivante, il s'agit de la désaffection de matériel et de dons à l'association des jardins partagés du Potiron. Monsieur Abdeslam. Vu le Code général des collectivités territoriales, suite à l'ouverture du nouveau pôle petite enfance, la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône possède du matériel affecté à l'ancienne structure d'accueil, les Petits Poussins, mais qu'elle n'utilise plus et qui n'est pas en mauvais état. S'agissant de jeux extérieurs pour enfants, seule une association disposant d'espaces extérieurs peut les accueillir et il est important que l'association accueille des enfants. La ville souhaite donc en faire profiter une association afin que ce matériel continue d'être utilisé dans l'intérêt général. L'association Les Jardins Partagés du Potiron a pour but de gérer et d'animer des jardins partagés, ainsi que d'assurer la promotion des pratiques de jardinage respectueuses de l'environnement. L'association accueille ainsi des groupes scolaires et familiaux. Ce matériel permettra à l'association de disposer de matériel dont elle se servira pour exercer, sous sa seule responsabilité, ses activités. La liste du matériel comprend les 2 jeux suivants, un toboggan, une petite maisonnette en plastique. Ce matériel est stocké actuellement dans les locaux de l'ancien multi-accueil, les Petits Poussins, 10 résidences Allende à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Il est proposé de remettre le matériel sous forme de don à l'association des jardins partagés du Potiron. Toutefois, au préalable à la réalisation de cette opération, il est nécessaire de procéder au déclassement de ce matériel appartenant à la ville qui, en raison de sa vétusté, fait l'objet d'une réforme. Les 2 biens susvisés seront ainsi réformés et sortis de l'inventaire comptable à partir du mois de décembre. Une convention sera établie entre l'association et la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône, dont le projet est annexé afin de déterminer les modalités de cession gratuite. Il est donc proposé au conseil municipal de constater la désaffection des biens mentionnés, d'autoriser monsieur le maire à adopter et signer la convention entre la ville et l'association Les Jardins Partagés du Potiron pour la cession à titre gratuit du matériel. Merci, Monsieur Adeslan. Ces délibérations, des commentaires? Il n'y en a pas. Des avis contraires? Des abstentions? Par contre, chaque fois qu'on reparle de ce pôle petite enfance que je trouve magnifique, je pense à vous, Monsieur Charrier. Et franchement, bravo. Mais autant je m'étonnais que certains sur les réseaux sociaux puissent dire que lorsque nous l'avons inauguré, nous n'avons pas invité la population, c'était un scandale. Autant j'ai constaté avec regret que quand nous avons organisé une journée porte ouverte, ces mêmes personnes ne se sont pas félicitées. Non, moi je ne vais pas parler des réseaux sociaux, d'ailleurs je ne pratique pas trop, vous le savez, mais juste vous dire que le collège est en construction et pour avoir participé avec M. Cavassilas au jury qui ont désigné le lauréat sur le prochain collège, vous verrez que lui aussi il a une architecture particulière et qui s'intégrera bien dans le paysage de notre ville et le territoire. Et je pense que ça sera aussi une réussite pour les Port-Saint-Louisiens et surtout pour nos jeunes Port-Saint-Louisiens. Tout à fait, M. Charrier. D'ailleurs, comme promis, je vais le construire. C'est pas ça, on avait fait la boutade. Mais bravo, en tout cas, pour avoir, dans votre mandat de conseiller général, fait le nécessaire pour avoir cet outil-là. C'est très bien. Et d'ailleurs, je vais la faire, celle-là aussi. Hein. Ne vous inquiétez pas. Tout faire. Je vais tout faire, en fait. Non, c'est très bien, tout ça au service des Port-Saint-Louisiens, on doit s'en féliciter et c'est bien agréable qu'on puisse en plaisanter et c'est là le plus important. Donc cette délibération, je l'ai déjà fait voter, je ne me rappelle plus. Alors j'assume à votre approbation, des avis contraires, des abstentions. Merci, adopté à l'unanimité. Je rapporte la suivante, il s'agit de la même manière de la désaffection de matériel et de dons, ce coup-ci pour l'association du comité des fêtes. Donc je vais être un petit peu moins précis dans la délibération puisque c'est le même principe techniquement. Il s'agit d'un véhicule plateau de type Renault B80 que la collectivité n'utilise plus et que nous souhaitons en faire profiter une association qui c'est celle du comité des fêtes. Donc je vous demande de constater la désaffection de ce véhicule et de m'autoriser à adopter et signer la convention entre la ville et le comité des fêtes de Port-Saint-Louis-du-Rhône pour la cession à titre gratuit de ce véhicule. Des commentaires, abstentions, vote contre.
adopté à l'unanimité. Alors, l'adoption et la signature du contrat enfance-jeunesse 3e génération. Monsieur Abdeslam. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre des actions menées en faveur des enfants de moins de 17 ans, la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône développe en partenariat avec la Caisse des allocations familiales dans le cadre du contrat enfance-jeunesse. Le précédent contrat signé en 2011 entre la ville et la CAF des Bouches-du-Rhône étant arrivé à échéance au 31 décembre 2014, un nouveau contrat dit de 3e génération doit être adopté et signé. Le contrat enfance-jeunesse est un contrat d'objectifs et de cofinancement qui contribue au développement de l'action des enfants et des jeunes. Il vise 2 objectifs principaux. Favoriser le développement et optimiser l'offre d'accueil par une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants, un encadrement de qualité, une implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition des besoins, la mise en œuvre et l'évaluation des actions, une politique tarifaire accessible aux enfants des familles les plus modestes. Contribuer à l'épanouissement des enfants et des jeunes, à leur intégration dans la société et par des actions favorisant l'apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation pour les plus grands. Dans le cadre du contrat enfance-jeunesse de Port-Saint-Louis-du-Rhône, la ville met en œuvre, sur les bases d'un diagnostic des besoins, une politique globale de loisirs éducatifs et de gestion du temps libre en faveur des enfants âgés de 0 à 17 ans, au travers des actions suivantes. Le MAC Les Moussaillons, le relais d'assistance maternelle, l'accueil de loisirs extrascolaires et périscolaires, les séjours de vacances et les formations spécifiques style BAFA, BFD pour qualifier les agents. Ce contrat détermine pour chaque action prévue les modalités d'intervention et de versement de la prestation du service enfance et jeunesse par la CAF. Il intervient en cohérence et en complémentarité des autres objectifs, PEDT, contrat de ville, etc. C'est pourquoi il prévoit un dispositif de pilotage et de coordination afin d'assurer une concertation entre tous les acteurs de l'éducation et une mise en cohérence des différents projets. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver la mise en œuvre du contrat enfance-jeunesse 2015-2018, joint en annexe pour une durée de 4 ans, d'autoriser Monsieur le maire à signer le contrat enfance-jeunesse ainsi que tous les actes afférents au CEJ. Merci pour cette délibération des commentaires. Il n'y en a pas, un bel outil à nouveau et de la même manière que le PEDT, encore un travail mené de manière brillante par nos services au service de notre enfance et de notre jeunesse. Donc plus que la piscine, elle sera parfait. Sur cette délibération, des commentaires, je le soumets à votre approbation. Des avis contraires, des abstentions, adopté à l'unanimité. Madame Taffignon. Ah, vous allez voir. Pour la délibération suivante, qui devait être rapportée par Frédéric Rougon, je vais m'en occuper. Il s'agit de l'approbation de la modification numéro 6 du POS. Le plan d'occupation des sols. Donc, par l'arrêté 2015-871 de la DATT, en date du 13 août 2015, la commune a mis l'enquête publique sur ce projet de modification du poste numéro 6 de la ville. Donc, au cours, c'est M. Jean-Claude Mettel qui avait été désigné comme commissaire enquêteur par le tribunal administratif de Marseille. Les objectifs de cette modification étaient celles que nous avons prises dans le cadre de la délibération, c'est-à-dire en 2012, intégrer le schéma d'aménagement urbain pour les abords du bassin central nord du canal Saint-Louis dans le POS et définir dans le périmètre du schéma et de ses abords des éléments de paysage à préserver en vertu de l'article référent au code de l'urbanisme. Au cours des 4 permanences à la direction des services techniques, M. Mettel a reçu 5 personnes, pas dû s'ennuyer, et un courrier qu'il a dû traiter avec beaucoup d'intérêt, et que les réponses aux questions posées par les visiteurs ainsi qu'au fameux courrier ont été apportés et qu'ils figurent dans le rapport du commissaire enquêteur. Je vous précise d'ailleurs que ce rapport ainsi que ses conclusions sont consultables à la direction des services techniques et qu'au vu des conclusions faites par le commissaire enquêteur, le projet de modification ne nécessite pas de modification substantielle. Néanmoins, je vais vous demander de bien vouloir autoriser la modification d'erreurs matérielles découvertes dans le rapport de présentation. Donc, il s'agit du remplacement des initiales PLU par POS, ainsi que le calage de la cote NGF pour le premier plancher de construction à 2,40 au lieu de 2,30, comme demandé par la DDTM. La modification à la marge des contraintes réglementaires portées sur le plan de masse au niveau du terrain Frahuil,
et donc d'approuver la modification numéro 6 du poste telle qu'elle est annexée à la présente délibération, de vous préciser qu'elle fera l'objet, conformément aux articles prévus par le Code de l'urbanisme, d'un affichage en mairie durant 1 mois et d'une mention dans un journal et de la publication au recueil des actes administratifs. Elle sera tenue à disposition du public à la DST aux heures et jours habituels d'ouverture et deviendra exécutoire à la réception du préfet des Bouches-du-Rhône et après exécution des mesures de publicité. Des commentaires sur cette délibération, Monsieur Charrier. Oui, Monsieur le maire, effectivement, nous serons tout à fait favorables à cette modification que nous avons initiée. L'objectif premier de cette démarche était de protéger les habitants du quartier Ardon de la possibilité que permettait l'ancienne réglementation de pouvoir bâtir des bâtiments dans un quartier à caractère villageois. Donc, en limitant les hauteurs et en évitant surtout que les personnes puissent avoir devant leurs fenêtres, et malheureusement ça a été le cas dans nos mandatures respectives, M. Kézergue et moi-même, parce que la réglementation le permettait, nous avions donc pris l'engagement auprès de cette population de le modifier et de garder ce caractère villageois qui, le quartier Ardon, je le précise, avec le quartier Foch, constitue pratiquement les premiers quartiers d'habitat sur Port-Salut-du-Rhône. Je crois que c'était important de garder l'aspect général de ce quartier parce qu'il symbolise un peu la mémoire collective et bien entendu nous voterons cette délibération. Merci Monsieur Charrier, je me rejoins dans vos propos. En effet, un quartier d'ailleurs qui est en effet historique pour Port-Saint-Louis-du-Rhône, qu'on rajouté d'autres, que oui, en effet, ça s'exerce dans la continuité de ce qui est souhaité par les uns et les autres. Donc, cette délibération, si elle n'appelle pas de commentaires supplémentaires, de vous préciser que la démarche d'approbation du modification du PLU est en cours, elle aussi, en parallèle. Des avis contraires, donc il n'y en a pas d'abstention, unanimité pour cette délibération. On va en profiter, avant la dernière délibération, d'intégrer les deux, là. Comme ça on parlera de la dernière en dernier. Donc, je voudrais qu'on parle de la délibération relative au transfert des archives du SAN Ouest-Provence. Donc Ouest-Provence dispose d'un service archives-documentation qui assure la collecte, la gestion et la conservation des documents issus de l'activité de ces services. Ouest-Provence détient ainsi parmi les archives conservées dans ses locaux des dossiers relatifs à des biens et des équipements qui ont été depuis transférés aux communes membres, comme vous l'avez suivi, parce que je vois qu'il y a ici des fidèles du conseil municipal, qu'ils sont nombreux à nous regarder aussi en direct et en différé sur les outils de communication de la commune. Toutefois, conformément au principe d'unité des archives, le transfert de propriété de ces équipements n'entraîne pas un transfert de propriété des archives afférentes à ces biens. En effet, les documents produits par Ouest-Provence antérieurement à la date du transfert de propriété de ces biens demeurent la propriété de Ouest-Provence. Et compte tenu que ces archives constituent un outil qui est indispensable aux communes pour la gestion des équipements qui leur ont été cédés, il est nécessaire que la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône puisse avoir accès à ces dossiers. Pour ce faire, il est proposé, avec Ouest-Provence, une convention de mise à disposition de ces archives à titre gratuit, je le précise. En conséquence, je vous demande donc d'approuver la convention qui est jointe en annexe entre Ouest-Provence et la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône relative à la mise à disposition gratuite de ces archives, ainsi que de m'autoriser à signer la présente délibération et les conventions correspondantes. Des commentaires à cette délibération, elle est facilement compréhensible. Je la soumets à votre approbation. Des avis contraires, des abstentions adoptées à l'unanimité. La suivante. Il s'agit d'un avenant à la convention de partenariat concernant une demande de subvention à Ouest-Provence dans le cadre des crédits délégués. Je vous rappelle que Ouest-Provence avait pris une délibération en 2015 au comité syndical afin d'approuver la mise en œuvre des crédits délégués au bénéfice des communes membres, c'est-à-dire que les communes membres pouvaient faire des demandes de subvention auprès de Ouest-Provence pour financer des projets que, conformément à la disposition précitée, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales maître d'ouvrage d'une opération d'investissement assure une participation minimale au financement de ce projet. Et cette participation du maître d'ouvrage est de 20% du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet. Dès lors, toute subvention d'équipement attribuée dans le cadre des crédits délégués ne peut excéder 80% du montant total précité. Alors, dans ce cadre, la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône a déposé auprès de Ouest-Provence un dossier de demande de subvention d'équipement. Je vous le rappelle, nous l'avions fait le dernier conseil municipal pour l'acquisition d'un local à vocation tertiaire et la réalisation de travaux d'aménagement intérieur.
dont le coût global hors taxe est évalué à 412 500 €, soit une dépense subventionnable estimée à 412 500 € hors taxe. Ouest-Provence a répondu favorablement à cette demande par une délibération en date du 24 novembre 2015. Dès lors, une convention de partenariat entre Ouest-Provence et la commune de Porcel-Muduron relative à l'attribution de cette subvention d'équipement pour le financement de l'opération précitée a été conclue dans le cadre de ces crédits délégués. Mais l'article 6 de la convention intitulé « Reversement de la subvention » prévoit que le non-respect d'une des clauses de la présente convention entraînera l'obligation de reverser toute partie de la subvention et qu'il convient aujourd'hui de préciser par un avenant à la convention précitée les modalités de reversement de la subvention et par conséquent de modifier l'article 6 correspondant. C'est donc à la demande du trésorier payeur général que je vais vous demander d'approuver l'avenant numéro 1 entre Ouest-Provence et la commune de Porcel-Muduron pour le financement de l'opération dans le cadre des crédits délégués. Et ici d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la présente délibération et l'avenant correspondant et de faire plaisir au trésorier payeur. Pas de commentaires. Alors on va l'approuver, je suppose, à l'unanimité. Des avis contraires, des abstentions. C'est très bien. Alors, là, il n'y a pas de vote, mais il faut qu'on approuve le rapport annuel sur le prix et la qualité des services de l'eau potable et de l'assainissement sur l'exercice 2014 à Porcel-Muduron. Je vous demande, suite sur ce rapport qui ont été présentés lors du comité syndical du 22 octobre 2015, de vouloir prendre acte du rapport et de demander s'il y a des commentaires ou des remarques sur cette délibération. Je m'en doutais, Monsieur Charrier, vous avez la parole. Monsieur le maire, on garde toujours le meilleur pour la fin, je dirais. Voilà, il n'y a pas de remarques particulières sur le rapport annuel du prix et la qualité des services de l'eau et de l'assainissement, mais vous vous doutez bien que suite au dernier conseil syndical, je regrette vraiment le choix qui a été le vôtre de votre majorité de poursuivre le contrat de l'eau jusqu'en 2019 avec la Société des eaux de Provence. Je le regrette, je ne vais pas refaire l'historique de l'eau à Porcel-Muduron, je crois qu'elle a fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais en tous les cas, ce qu'il y a de certain, c'est que c'est un acte manqué. Un acte manqué parce que à partir du 1er janvier 2016, et même si le contrat nous couvre jusqu'en 2019, plus jamais notre collectivité n'aura la maîtrise sur l'eau à Porcel-Muduron. À partir du 1er janvier 2016, c'est la métropole qui décidera de la gestion de l'eau à Porcel-Muduron. Quand on sait ce que représente le prix du mètre cube d'eau à Marseille et l'harmonisation qui sera nécessaire à l'ensemble du territoire, c'est dramatique pour les Porcel-Musiens. C'est dramatique d'autant plus que nous étions, nous, propriétaires de notre point de captage et d'un certain nombre d'équipements. Si vous aviez fait le choix, comme je vous l'ai proposé, de revenir à une régie publique, seule la régie publique, dans le cadre de la métropole, ne peut pas être transférée à la métropole. C'est le seul régime qui n'est pas transférable à la métropole. Tous les autres contrats, à terme de leur échéance, seront repris par la métropole et nous perdrons, nous les Porcel-Musiens, la maîtrise de l'eau et de l'assainissement. Vous avez fait ce choix, vous savez que j'ai fait le choix contraire. Je ne vais pas polémiquer, c'est votre choix, je le respecte. Mais sachez que vous avez engagé pour des générations le territoire de Porcel-Muduron. Merci, Monsieur Charrier. D'autres interventions? On peut répondre quand même. Alors, on ne va pas reprendre et refaire le film à chaque fois des comités syndicaux de Ouest-Provence où vous vous exprimez sur le sujet et où vos anciens collègues maires, à chaque fois, vous renvoient la balle en vous disant que moi, contrairement à eux, je n'avais pas d'engagement avec vous. Donc si vous estimez qu'eux avaient des engagements avec vous qui n'ont pas tenu, c'est leur problème. En tout cas, je vais vous parler, comme je vous l'ai fait la dernière fois en comité syndical, avec tout le respect que je dois à votre position, qui est tout à fait louable, et pour vous préciser ici que ma majorité ne fuira pas le débat d'un retour à une gestion publique de l'eau quand il sera possible. Parce que si vous voulez faire peser sur mes épaules au travers de votre intervention cette responsabilité-là, je vais vous repréciser ce qui vous a été précisé au sein de Ouest-Provence, non pas par moi, mais par l'ensemble des intervenants qui sont exprimés sur le sujet. C'est-à-dire que le choix de pouvoir revenir à la régie publique, faudrait-il qu'il soit à l'avantage des usagers?
Je vous ai précisé que vous savez très bien que les seules communes sur lesquelles il pouvait se poser la question de la renégociation des contrats, c'était seulement Cornillon-Conflans, Grans et Port-Saint-Louis-du-Rhône, et que sur ces 3 communes-là, on ne pouvait pas réaliser un équilibre qui était de nature à avoir un retour à une gestion publique de l'eau qui serait à l'avantage des usagers. Cependant, pour Port-Saint-Louis, il y avait 2 raisons principales. La première, c'est que les 2 contrats il aurait été judicieux de les lier dans un même temps. C'est-à-dire que les contrats des villes principales du SAN, qui sont Istres, Fos et Miramas, voyant leur terme en 2020, c'est à ce moment-là que l'on aurait pu éventuellement mesurer le retour à une régie publique et voir si elle était à l'avantage des usagers, parce que c'est bien là l'objectif. Et quand de ma ville, je marque un point d'honneur à vérifier que les décisions qui sont prises sont dans l'intérêt des usagers. Et ce n'était pas possible. Donc le contrat de l'eau à Port-Saint-Louis-du-Rhône va être renégocié, a été attribué, on en parle, jusqu'en 2019, parce qu'on n'a renégocié que pour 4 ans. On aurait pu faire un autre choix de le projeter plus loin. Je veux garder la même cohérence, de lier le contrat de l'assainissement et le contrat de l'eau sur la même fin, parce qu'il y avait aussi un décalage. Mais la vraie raison qui plombe financièrement l'équilibre, M. Charrier, vous la connaissez. Alors, vous savez très bien que vous-même, en liant la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône à la CERC pour la gestion de la station d'épuration, vous avez plombé l'équilibre financier qui crée les conditions réelles d'une pertinence dans le fait d'un retour de l'eau à la gestion publique qui serait à l'avantage des usagers. Donc on ne va pas se renvoyer la balle sans cesse. En tout cas, je reprécise ici, devant le public qui nous écoute, mais devant aussi l'ensemble des élus du conseil municipal, que la décision qui a été celle de ma majorité est la bonne, la plus sage, parce que dans le cadre de la renégociation de ce contrat, l'eau à Port-Saint-Louis-du-Rhône, parce que quand on parle de l'eau qui était déjà une des moins chères de France, sera encore moins chère et sera encore avec de meilleurs services pour cette durée de 4 ans. Après, ce débat-là, je vous l'ai déjà dit, je ne le fuirai pas dans la métropole. Tant qu'on ne m'apportera pas la preuve qu'un retour à la gestion publique de l'eau est favorable pour les usagers, j'agirai de la sorte. En tout cas, je n'ai pas l'impression, sur ce petit contrat de l'eau, d'avoir engagé pour des siècles et des siècles, un petit peu comme vous le précisez, cette question-là. Le SAN a la compétence de l'eau. Toutes les décisions qui auraient été de nature à pouvoir vraiment changer cette optique, je ne les maîtrisais pas. C'est le SAN qui les maîtrisait. C'est le SAN avec les villes, mais je suis témoin ici, vous leur avez dit très concrètement à vos anciens collègues qu'ils n'ont pas respecté leur engagement. Mais cependant, dans la manière dont ils vous répondent, je ne suis pas convaincu qu'ils avaient des engagements. Alors peut-être que vous les aviez tout seuls, je n'ai pas trop compris pourquoi. Moi, après, je ne sais pas comment vous avez fait vos alliances politiques de l'époque. En tout cas, je reconnais quand même que vous avez de la constance dans vos propos, et ça, comme je vous en ai témoin ici, comme je l'ai précisé au comité syndical, je l'ai reconnu et je l'ai dit que c'était votre cheval de bataille, que là-dessus vous jetez pas, vous lâchez pas l'affaire, quitte à prendre de sacrées réflexions en comité syndical qui des fois me gênent moi-même. C'est pour ça que je trouve que bon, il faut respecter les engagements des uns et des autres. Et je respecte cette position-là. Je vous dis une fois de plus, notre majorité n'y est pas hostile. Les conditions ne sont pas réunies. Donc c'était impossible de pouvoir imaginer tout seul. Vous entendez ce que je dis? C'était imaginer tout seul pour la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône un retour à la régie, ce n'était pas possible. C'est même pas qu'il aurait fallu même me battre pour. C'était pas possible, tout simplement. Voilà ma réponse. Mais bon, du coup maintenant, ça va être moins drôle. On va plus trop en parler là. Il va falloir attendre 2019. Donc, d'autres interventions sur ce... Bon, voilà, il n'y a pas de vote, il fallait qu'on en prenne acte. Moi, avant de clore le conseil municipal, je voudrais porter à votre connaissance, puisque c'est des arrêtés que j'ai pris le 7 octobre 2015 et que notre précédente séance était un petit peu avant. Donc, une information sur quelques modifications au niveau des délégations que j'ai accordées à mes élus et à mes adjoints. Donc, je vais vous repréciser l'ensemble des délégations de chacun, comme ça, tout sera clair. Donc, M. Rougon, mon premier adjoint, qui était en charge des travaux, de l'urbanisme, de l'accessibilité des cimetières, donc il n'y a pas de changement, ni pour Mme Luigi, qui était en charge des affaires sociales, de la santé et de la solidarité. Pas de changement non plus pour M. Philippe Kayser, qui est en charge de l'économie et des finances. Mme Cécile Dupont, on va se recentrer sur la mission qui est liée à l'éducation. Nous sommes aperçus qu'il était en effet important pour les élus que nous sommes de pouvoir apporter des réponses prioritaires sur ces questions liées à l'éducation et qu'un travail plus
fourni est à mener. D'ailleurs, vous verrez plus tard dans l'étendue des délégations que j'ai adjoint quelques conseillers municipaux à sa tâche et que nous savons que nous avons la volonté, pour respecter les engagements qui sont les nôtres par le programme municipal qui a été choisi par les Port-Saint-Louisiens, d'amener des réponses dans l'amélioration, dans la manière où la collectivité s'engage sur ces questions liées à l'éducation. Donc elle sera en charge de l'éducation. Et M. Ali Abdeslam devra assumer, en plus de la jeunesse et de la vie associative, donc cette compétence qu'exerçait Mme Dupont du sport. Donc M. Ali Abdeslam garde sa délégation sur la jeunesse, la vie associative, l'enfance et la petite enfance, et donc le sport. Pour Mme Muriel Pérez, il n'y a pas de changement. Elle est toujours en charge du tourisme, de l'animation, de la culture et des traditions locales. M. Jean-Paul Gué, il est toujours là. Voilà. Mon fidèle adjoint, efficace dans ses délégations du cadre de vie, de l'environnement et du logement, et je le remercie pour son travail abouti qui continue à les fournir. Madame Piller, qui s'occupera toujours de l'emploi, du commerce, de l'artisanat, de la formation, des ports et pêches et de la conchyliculture. Madame Aline Siamfarani, conseillère municipale, qui est déléguée à la petite enfance. Monsieur Gérard Scheller, élu délégué à la sécurité. Madame Marie-Françoise Brassini, je suis désolé, j'ai prononcé le prénom en entier, qui est en charge des personnes âgées et qui a été élue donc présidente de la commission extra-municipale sur la santé. Monsieur Laurent Bonfils, qui est délégué à l'accessibilité. Madame Parodi, déléguée au développement durable. Monsieur Bernard Jérôme, délégué à l'aménagement du territoire, mais aussi aux questions qui ont attrait à la chasse. Madame Céline Schaffer, qui est déléguée à l'habitat. Monsieur Navarro Stéphane, délégué aux animations sportives. Madame Sivsetan, qui est déléguée au périscolaire. Madame Sonia Grache, déléguée aux équipements sportifs. Monsieur Marc Minoriti, qui était délégué à la propreté, va mener, à côté de Cécile Dupont, une autre délégation qui est liée à l'amélioration des bâtiments scolaires et à la modernisation des écoles. Madame Marilyn Oxizougou, qui était déléguée au transport, accompagnera le maire dans la délégation des outils d'information municipale, ainsi que monsieur Bergenot Johan, qui s'occupait déjà de l'enfance et de la protection de l'art de vivre, qui sera aux côtés de M. Abdeslam pour s'occuper des associations sportives. Voilà une réorganisation qui permet pour nous de nous organiser pour un travail toujours plus abouti et toujours plus efficace au service des Port-Saint-Louisiens. L'ordre du jour était lourd, M. Charrier. Nous étions ensemble aux côtés des salariés de Casino. Vous m'aviez sollicité pour éventuellement voir si on pouvait, dans un cadre de témoignage de tout ce qu'ils pouvaient penser, voir si on pouvait déplacer le conseil municipal. Vous aurez compris qu'il était difficile avec la lourdeur de la tâche administrative qui est la nôtre et surtout pour assurer la continuité du service public que je n'ai pas pu abonder dans cette faveur. En tout cas, nous avons pu témoigner de notre soutien à ces employés dans la lutte. Je pense n'avoir rien oublié que de préciser aussi que pour ce conseil municipal qui s'est préparé un petit peu aussi avec une difficulté liée à un problème médical que la DGS, Madame Masson, à laquelle fait face et qui est actuellement hospitalisée, donc à renforcer le travail de mes services et notamment souligner la collaboration de Nathalie et de Camille pour la préparation définitive de ce conseil municipal. Je crois que j'ai tout dit, de féliciter les services, je pense que c'est important et vous le savez parce que c'est important d'être bien accompagné. Mesdames et messieurs, je lève la séance. Merci beaucoup.